Ah, Ah, bonjour. Susanna, Xavier, ça va vite? Raphaël, bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour et bienvenue. Son et image, ok, c'est parfait. On allait justement vous poser la question. Ah, Mathilde, pas le son. Mathilde, essayez de rafraîchir. Ah, bah oui, si vous n'avez pas le son, ça sert à rien que je vous parle. Oui. Euh, tac. La page. Vous. Euh, c'est parfait maintenant. C'était Ok, peut-être pas non, Raphaël. ce n'est pas Mathilde. Mathilde, Bonjour, en ouais. effet, pas de son. Stéphane, pareil. Même conseil. Tout bon pour Bérangère. Mireille, tout est ok. Son parfait chez Frédéric. Très bon son. Parfait. Bon, bah super. Il est 14h30. Je vous demande juste, on va peut-être patienter quelques secondes pour voir si Stéphane et Mathilde parviennent à activer le son. En tout cas, bienvenue aujourd'hui à cette webconférence sur comment tester le potentiel de son projet et trouver son marché. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Sylvie Marie. Bonjour. Comment Bonjour. ça va? Ça va super bien. Je suis Bon, ravie d'être avec vous. super, bienvenue. Ouais. Bienvenue parce qu'il y a de nombreuses personnes qui nous suivent depuis lundi. Voilà, et donc je suis vraiment très content que ce soit toi qui clôture donc, cette semaine de webconférence. D'accord. Et voilà, et je t'avoue, j'ai fait la promotion. Hein. Ah, génial. Je suis ravie, ravie, ravie. Donc, moi, je suis Sylvie-Marie Brunet. Je suis de la BGE. Et notamment, comme je suis parisienne, c'est BGE Paris. Mon métier, c'est de conseiller, de former, d'accompagner des porteurs de projets comme vous, je pense, dans ceux qui vont nous écouter. Et je suis ravie de faire cette webconférence avec vous. Donc la thématique, on va le voir ensemble, c'est comment tester le potentiel de son projet et trouver son marché surtout. Et je vous expliquerai un petit peu comment on fait nous avec la méthode BGE et notamment dans les couveuses d'entreprise. Voilà. Bon, bah super. Ce que je vous propose, les derniers réglages. Alors, pas de son ni rien. Que faut-il faire, Myriam? Alors, à distance, ça vient pas de chez nous. Alors, essayez, on va peut-être essayer de ne pas faire trop de fautes. Essayez de rafraîchir la page, actualiser. Voilà. Tac. Pas de son Francis non plus. Ah, il faut vérifier. Alors, désolé parce que là, du coup, ce n'est pas, ça vient pas de chez nous. Et il faut que vous puissiez vérifier en effet Oui. les pages. Alors, peut-être changer de navigateur. Navigateur, si vous le pouvez. Ah, parfait. Mathilde, super. Suivez le conseil de Mathilde. Les bloqueurs de pub, c'était ça? Non, c'est sur le lien en Ah, rentrant.
D'accord. Voilà, la fenêtre s'ouvre en activant le son. D'accord. Puis, parce que sur les ordinateurs, ils demandent s'il faut activer l'option son et vidéo. Voilà. C'est pour ça que je disais ce que vous avez activé. D'accord. Où lève-t-on bloquer les bloqueurs de pub ou vérifie-t-on les sons et vidéos? Ça dépend du navigateur. Regardez en haut, normalement, en haut à droite sur la plupart des navigateurs. En haut à droite sur Opéra. Oui, sur la plupart des navigateurs. Bon, je vais vous laisser faire ces manipulations. Il est quand même 14h34. On doit démarrer cette webconférence. Et donc, aujourd'hui, Sylvie Marie, qui est avec nous et qui va animer cette webconférence sur comment tester le potentiel de son projet et trouver son marché. Cette webconférence a un format, on va dire, à peu près 1 heure avec les questions-réponses. On pourra peut-être déborder, on va voir en fonction. Sachez qu'elle est enregistrée et le support en format PDF vous sera communiqué. Nous, on s'est vus toute cette semaine. Ce que je vous propose, c'est de laisser directement la parole à Sylvie Marie. C'est à toi. Merci Jean-Michel. Alors, moi je suis ravie, peut-être bouger si tu viens pas là. Bien sûr, je t'en prie. Par ici. Donc, je suis ravie de parler aujourd'hui et de vous présenter une thématique qui me tient à cœur. Comment tester le potentiel de son projet et trouver son marché? C'est une question super importante. Mais d'abord, je vais me présenter rapidement pour savoir qui parle. Donc, moi, je m'appelle Sylvie Marie Brunet. Je travaille à Paris chez BGE Parif. Je vais vous présenter un peu qu'est-ce que BGE Parif. Enfin, BGE, tout simplement. Hop, on va passer. Attends, excuse-moi pour la suivante. Hop, c'est ici, pardon. Ah oui, c'est ici, pardon. Chaque fois, Ok. Alors, BGE, c'est une association qui, depuis 40 ans, parce qu'on vient de fêter nos 40 ans, accompagne les entrepreneurs à chaque étape de la création, au développement de l'activité et jusqu'au développement. Donc, ça peut être muscler son idée, réaliser une étude de marché, formaliser son business plan, mobiliser des financements et poser une stratégie commerciale pour développer son entreprise. Hop, plutôt ici en bas. Bouton ici. Oui. Tu es obligé de faire comme ça? Tu es obligé de faire comme ça. Ah, ici, d'accord, voilà. à cet endroit-là, d'accord. Donc, BGE accompagne chaque année 28 000 entreprises chaque année. Il y a dans tout le réseau, parce que vous avez des BGE partout en France, 1000 conseillers formateurs pour vous accompagner sur 550 lieux d'accueil. Voilà. Donc, à chaque fois, l'accompagnement BGE permet d'avoir un parcours vraiment personnalisé, sur mesure, avec des conseillers dédiés. On continue. Rentrons dans le cœur du sujet. Hop. J'y arrive pas. Attends. Il faut que tu le descendes. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, j'ai compris. Ok. Première petite introduction. Jean-Michel, est-ce que tu te souviens de cette image? Oui, Indiana Jones. Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones. Comment ça s'appelle le film? À la recherche. C'est pas l'arche. C'est pas l'arche perdue. Voilà, à la recherche de l'arche perdue. En fin de compte, c'est une image un peu iconique qui montre le héros qui doit traverser un précipice. Et il ne voit absolument pas son chemin, il voit rien. Et il va devoir faire un pas en avant, et c'est un pas vers l'inconnu. Bien, entreprendre, c'est ça, faire un pas vers l'inconnu. Et finalement, il y a une rampe d'accès, et elle est là, elle est solide, mais on ne la voit pas toujours. Alors, entreprendre, ça change la vie. Innover, ça change la vie des autres aussi. Et je voulais commencer par cette première image, parce que vous tous qui allez entreprendre ou qui avez entrepris, bien ça fait peur d'entreprendre. Alors entreprendre, oui, mais pas n'importe comment. Et là, je suis d'accord. Enfin, le réseau de l'ADI et le réseau BGE s'entendent vraiment pour vous apporter les outils et les méthodologies pour sécuriser votre démarrage, le démarrage de votre activité. Alors pour cela, je vous propose
un plan en 4 parties. J'ai mon PowerPoint qui a un peu bougé, désolé. Pour répondre à cette question, comment je peux tester le potentiel, pas seulement mon idée, mais mon projet, et trouver son marché, je propose d'abord, en 4 axes, de voir d'abord pourquoi on doit tester, pourquoi c'est mieux avant de se lancer, avant de créer, avant d'immatriculer, de choisir un statut. Très souvent, vous êtes tous à poser la question, je prends quoi comme statut? Ouais, tu veux faire quoi d'abord? C'est quoi ton activité? Comment on peut bâtir ce projet-là? Et pour ça, on va adapter la bonne méthode. Et la bonne méthode, je vous présenterai le Lean Startup. Et c'est quoi un MVP? C'est quoi un POC? Voilà. On verra ensuite comment proposer de la valeur. Ça, c'est super important. Et très souvent, vous êtes nombreux à poser la question, c'est quoi une proposition de valeur? Enfin, pour trouver son marché, il faudra définir un positionnement et puis bien cibler son client. Pas dire, moi, je vais offrir mon activité à tous. Ce n'est pas possible. Et puis, enfin, pour faire son POC en toute sécurité, il y a 2 dispositifs qui sont super. C'est tester en couveuse, des couveuses d'entreprise, et puis vendre lors d'une campagne de crowdfunding. Commençons par le premier axe. Ah, on me dit que le son s'entrecoupe. Est-ce que les autres m'entendent bien? Faire une petite pause? Non, moi ça va. Ok, super, le son est nickel. Bon, génial, je continue alors. Alors, pourquoi tester avant de se lancer? Vous allez me dire. Tout simplement, et je vous donne les 3 réponses, pour gagner du temps. Le temps, c'est l'argent. Concevoir un produit, un service qui va être vraiment adapté à 100% au client. Or, quand on démarre, on n'est pas vraiment sûr. Et puis, diminuer l'investissement de départ. Voilà 3 bonnes raisons pour tester avant de se lancer. Alors, comment on va faire? Moi, je vous propose une méthode qui n'est pas seulement la méthode utilisée aujourd'hui par tous les startups. Moi, je m'occupe d'innovation, mais ce que j'aime, c'est apporter mes outils un petit peu modernes, un peu innovants, à tous. Que vous soyez artisan, que vous soyez en freelance, que vous fassiez de la couture, de la peinture, que vous soyez un artisan. L'important, c'est va être de tester. Et pour ça, il y a une méthode qui est géniale. Ça s'appelle le Lean Startup. Le Lean Startup a été créé, c'est une méthodologie qui a été créée par Eric Ries en 2008. Et c'est une méthodologie qui va permettre de vérifier le plus rapidement possible si votre idée, si votre concept est une bonne idée, est un bon concept, notamment en partant de la méthode du design. Alors l'idée, on part de l'idée, vous voyez au centre, on va construire un petit produit qu'on va appeler plutôt MVP, je reviendrai dessus, et puis on va voir un petit peu auprès de ses premiers early adopters, ses premiers clients, sa première communauté, comment ils s'en accaparent, comment ils vont expérimenter votre offre. Ça va nous donner des données. L'idée, c'est de mesurer un peu ce qu'on fait. Et puis, on va apprendre de ce feedback que notre marché va nous donner. Et ça va nous permettre d'itérer, à chaque fois, s'ajuster aux besoins de mes clients. Alors, voilà. Donc, l'idée, non, je repars là-dessus, je suis allée trop vite. Donc, le Lean Startup, gardez cette idée. On va partir d'un problème, bien sûr, c'est toujours orienté design, usage, besoin du consommateur. Donc, on va partir de son problème qu'on a observé et puis on va présenter une solution. Cette solution, cette bonne idée va s'exprimer à travers un MVP, ce qu'on appelle un Minimal Viable Product, qui va permettre de lancer un premier produit qui n'est pas un produit totalement terminé, mais qui va se construire en mettre en avant les principales fonctionnalités en respectant l'usabilité, l'esthétique, les fonctionnalités importantes pour être au service de mon client, en tout cas de ma cible.
Donc ça, c'est super important et ça va permettre de voir si vraiment la solution que vous avez imaginée, elle est celle que les clients attendaient. Je continue ma présentation. Alors, on va se poser des questions. Il y a 9 critères pour le Lean Startup et je vous les ai mis tous là. Plutôt que de les lire comme ça, c'est compliqué. On va les regarder à travers ce qu'on appelle le Lean Canvas. Alors, la première chose, vous voyez qu'il y a des numéros. Et numéros, on commence à gauche par le problème. Le Lean Startup, on identifie un problème, il peut y en avoir 3 maximum, que vivent un type de client, c'est pour ça qu'on le met dans le 2, qui sont mes clients, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui leur fait problème. Et vous allez leur proposer une proposition de valeur qui est au centre, et on va revenir dessus. Quelle est votre valeur ajoutée? Vous allez montrer en quoi votre produit et votre service, il est unique, et comment il répond à ces problématiques qui sont identifiées. Enfin, en 4, on voit que la solution, vous allez la décrire et surtout, vous allez mettre en avant les fonctionnalités que vous avez imaginées et qui sont différentes. Et en 5, quels moyens vous allez mettre en œuvre pour atteindre votre clientèle. Ça, c'est important, les canaux de communication que vous allez utiliser pour communiquer et pour livrer votre offre. En 6, on va voir comment le projet, c'est important, c'est votre modèle économique, c'est combien il va vous rapporter ce projet. Et puis en 7, travailler un petit peu la structure de coût de toutes ces mises en place, étape par étape, qui va vous permettre de mettre en place ce projet. En 8, on voit, ce sont les indicateurs de performance, on parle aussi de KPI pour ceux qui sont plutôt dans les startups. Et ces KPI sont des indicateurs clés. C'est toutes ces métriques dont on va avoir besoin et qui vont nous permettre de vérifier que la mise en œuvre de l'activité, elle est adaptée. En tout cas, ça va nous permettre d'analyser tous les feedbacks qu'on a sur le marché. Et enfin, en 9, on a mis quel est votre avantage concurrentiel. Et ça, c'est très important pour votre produit ou pour votre service. Quel est l'élément de différenciation par rapport à vos concurrents? Et on regardera tout à l'heure, on verra comment on parle de positionnement. Donc, vous voyez que le Lean Startup Canvas, c'est en une page, une façon d'expliquer votre business, votre nouveau business, votre activité, et de voir comment on va le tester. Comment ça marche? Voilà un petit exemple que je trouve sympa. Vous aurez le temps de le regarder, mais je vais vous le présenter rapidement. En fin de compte, là, voici un exemple avec Tesam. C'est une application un petit peu inventée, mais pourquoi pas. Une application mobile qui permet d'identifier une plante inconnue et de savoir s'il est possible de faire du thé avec. Alors, le problème, c'est identifier une plante inconnue, première chose. Deuxièmement, savoir si une plante permet de faire du thé. Et troisièmement, savoir si une plante est allergisante. Sinon, je ne peux pas faire du thé avec. Bon, à qui je vais m'adresser? Je vais m'adresser à des clients, plutôt, ça sera du B2C, donc business to consumer, et je vais déterminer quel est leur âge. Alors, je peux dire que ce sont des hommes qui ont 30 ans, qui aiment le thé, et puis qui aiment se promener en forêt. Là, c'est très précis. J'ai un segment de clientèle. En 3, comment je vais identifier ma valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, ma proposition de valeur, ça va être Tesam, le Shazam des plantes sauvages. Tout le monde connaît Shazam. Tout le monde a déjà utilisé Shazam. Dire que c'est le Shazam des plantes sauvages pour trouver la bonne plante qui va me faire monter, c'est super simple et tout le monde a compris. En 4, on verra quelle est la solution que j'ai mis en place. Donc, je vais expliquer que j'ai mis, pour répondre à mes trois problèmes, pour identifier la bonne plante, j'ai mis en place un algorithme d'identification de fleurs.
Pour savoir si ma plante peut faire du thé, j'ai mis en place une solution de crowdsourcing sur les plantes qui peuvent faire du thé. Du coup, ça va identifier si celle-ci fait partie de cette base de données. Et puis en troisième, puisque j'avais peur que ma plante elle soit allergisante, je vais indiquer les risques d'allergie. Voilà 3 fonctionnalités et qui présentent bien ma solution. Donc ça, c'était dans la case 4. La case 5, on a dit les canaux. Comment je vais communiquer? À travers des forums sur Internet, de la presse spécialisée plutôt nature, des pages Facebook, des blogueurs qui sont dans cette thématique-là, plutôt nature, plutôt comment aussi un petit peu les do it yourself, vous voyez, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vais bien sûr distribuer mon application sur les stores, puisque c'est une application. Donc du coup, ce sera sur Google Play pour les Android et pour les iOS sur Apple Store. Donc vous avez compris comment ça marche les canaux. La 6. La 6, c'est mes sources de revenus. Alors, moi, j'ai un apport personnel de 6 000 €, et puis je vais considérer que c'est un modèle freemium, c'est-à-dire que c'est d'abord le premier mois est gratuit, et puis après, c'est 5 € par mois. Voilà mon modèle économique, tout simple, pour une application mobile. Combien ça va me coûter? À côté, on a, donc vous voyez, en miroir, on a le 7. Eh bien, il faut penser aux frais qui sont liés au fonctionnement de l'activité. Il faut que j'ai un compte sur Google Play et sur Apple Store, c'est pas donné. Il faut penser à chaque transaction. Au départ, ils vont prendre 30% les stores, donc il faut que je compte ça. Il y a ensuite identifier tout ce qui va me coûter, peut-être ma communication. Je vais peut-être faire un peu de Google Ads. Je vais peut-être faire des tests qualitatifs avec des petites populations que j'aurais déterminées. Voilà, je vais noter tout ce que ça va me coûter de faire ce test et de mettre en place cette offre pour qu'elle puisse toucher ma cible. Enfin, en 8, je vais noter les indicateurs de performance. En fin de compte, ça va être le nombre d'abonnés à l'application au départ. Ça peut être le nombre des gens qui vont liker ma page Facebook ou Instagram, parce que je vais peut-être communiquer sur Instagram aussi. Et mon objectif, c'est 10 000 nouveaux comptes par mois. Je me suis donné un gros objectif, en tout cas sur cet exemple-là. En 9, je termine. C'est quoi mon avantage concurrentiel? Eh bien, c'est une base de données de plantes qui va être gérée par un laboratoire partenaire et qui est complètement spécialisé en biologie. Donc, je montre quelle est ma différence par rapport à d'autres concurrents qui seraient plus techno ou qui utiliseraient des bases qui existent. Moi, j'ai pris un partenaire qui va me donner une certaine légitimité et ça fait une différence sur le marché. Donc, vous voyez qu'avec un exemple, on comprend beaucoup mieux ce système de Lean Canvas qui est un peu comme le business model Canva que vous connaissez peut-être aussi. Lui est différent parce qu'il part du problème et il explique en quoi votre solution elle est différente. On continue. Je suis où? Ah oui, je suis là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais tester, on va faire un POC. Alors, je ne sais pas si on dit un POC ou une POC, je ne sais jamais. POC, ça veut dire Proof of Concept. L'idée, c'est que j'ai une offre et je vais partir d'une hypothèse que je vais tester. Ensuite, je vais m'arrêter en me disant comment ça marche. Donc, je vais faire des conclusions du test qui vont me permettre de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est ça un test d'activité. Et à ce moment-là, je vais me dire, en fonction des résultats, est-ce que je pivote complètement? Donc, je vais un peu changer mon offre. Est-ce que je persévère? C'est bon, j'ai trouvé mon marché, donc allez, j'y vais. Ou est-ce que j'abandonne? Et du coup, c'est une vraie question, plutôt que de faire quelque chose qui ne touche pas son marché. Alors, l'hypothèse à tester, elle commence là. L'idée, c'est en anglais parce que c'est du Lean Startup, donc, mais l'idée, vous pouvez remplir les cases. L'idée, c'est de dire, nous pensons que si
si nous apportons cette offre à telle cible, nous obtiendrons telle chose, telle métrique, et nous saurons que le test est réussi parce que nous aurons un résultat qui peut être quali et quanti. Voilà un exemple derrière. L'hypothèse peut se mettre au centre. Nous croyons que cette fonctionnalité-là, et on est sur les features, vous voyez, c'est les fonctionnalités, ça peut être une fonctionnalité ou plusieurs, nous croyons que cette fonctionnalité X, pour telle cible Y, il faut cibler un groupe de personnes, cela aura un impact sur l'usage, et ça c'est important, nous atteindrons un usage qui sera différent, et nous le saurons, le dernier, à la dernière case à droite, en bas, nous le saurons quand nous atteindrons tel résultat. Et c'est là qu'on va récupérer des métriques. Le plus simple, c'est que je vous explique ça avec un exemple. Je vous ai pris un exemple qui va vous parler parce qu'il est hyper simple. C'est l'exemple d'une personne qui voulait créer une robe personnalisable. Donc une créatrice de mode et qui s'est dit, je vais tester quelque chose, un concept, donc ça s'appelle robepersonnalisable.com. Et elle se dit, moi je pars d'une hypothèse, c'est que si on peut créer exactement le vêtement que l'on cherche, eh ben on va l'acheter. Alors elle se dit, nous croyons que, en laissant les femmes créer et personnaliser facilement leur propre robe, des femmes pour qui? Des femmes plutôt working city, plutôt parisiennes, CSP+, des femmes de plus de 28 ans quand même, eh bien elles trouveront exactement ce qu'elles veulent, elles sont prêtes à acheter plus cher. Et comment on le saura? Par le nombre de ventes et de leads que j'aurais fait, et puis par une étude qualitative avec tous les retours positifs, les feedbacks positifs et l'enthousiasme que ça va provoquer. Donc vous voyez que mon canevas, qui était peut-être un peu difficile à comprendre, il est hyper simple quand je pose une hypothèse. Je vais vous expliquer comment elle a fait. D'abord, elle a créé une première collection. Pour ça, elle a fait 3 prototypes, 3 hauts, 3 bas, et elle a mis 3 mois. Ça lui a coûté 2 000 €. Pourquoi? Parce que pour créer sa collection, elle a dû faire d'abord des patrons, et elle a mis 250 € par patron, puis depuis des photos avec des dessins, il y avait 10 tailles, et ça lui a coûté à peu près 60 € le prototype. Elle aurait pu faire un MVP beaucoup plus simple, c'est-à-dire le Minimal Viable Product, donc quelque chose de pas trop cher au départ. Comment elle aurait pu faire? Tout simplement en prenant des patrons dans le commerce. Voilà un exemple chez Burda, voilà. Et le patron sur commerce, il ne coûte pas 60 €, il coûte 10 €. Donc, en multipliant par le nombre de patrons qu'elle avait besoin, elle aurait payé moins que si elle avait fait ses propres patrons. Là, donc voilà la différence entre les 2 000 € et des patrons déjà accessibles sur le marché. Ouais. Là, je baisse. Oui. Hop. Voilà. Alors, deuxième chose, donc après avoir créé ses vêtements, ses prototypes, elle a créé son site. Donc, pour ça, elle a créé un WordPress. Elle n'a pas demandé un super site marchand immédiatement. Elle s'est dit, je vais faire un petit MVP sur un WordPress. C'est assez simple. Elle a payé 60 € le thème, 100 € l'aide d'un développeur, 20 € le nom de domaine. Bon, voilà, ça lui a mis 2 mois de développement pour des fonctionnalités qui étaient quand même un peu complexes parce qu'il y avait un changement de forme, de couleur. Mais bon, elle a réussi quand même à le faire avec un minimum d'argent. Les frais de production et de livraison, il ne faut pas oublier, sur sa chaîne de valeur, il y a toute sa production. Elle devait produire et puis envoyer. Bon, ça coûte entre 45 et 70 € de confection pour une robe avec une couturière française, 2 à 10 € de mercerie par produit, de 10 à 30 € pour le tissu, par produit bien sûr, et 8 € pour l'envoi d'un colis. Donc vous voyez, la structure de coût, elle est là.
Il faut penser à tous les frais. Il y avait aussi, elle a vendu sur Etsy, une plateforme qui permet de démarrer, de tester. Donc, c'est 1 euro la création du compte. Il faut compter 4 à 6 euros de frais de paiement sur Etsy ou Stripe, qui peut être votre solution de paiement. Elle a mis à peu près 2 euros de frais de goodies et 30 euros par événement, puisqu'elle faisait des goûters, des après-midi où elle a invité des copines et des copines de ses copines pour faire les testeuses. Et ce qu'elle n'a pas fait, mais qu'il aurait fallu penser, c'est un dépôt de marque. Ça coûte à peu près, je crois, 240 euros sur Linpi. Elle aurait dû utiliser un photographe. Là, elle l'a fait toute seule. Le logo, il faut penser à faire un vrai logo. Bon, un logo, on peut le faire soi-même, mais généralement, mieux vaut passer par un graphiste. C'est un métier. Et puis, avoir le logiciel Photoshop, c'est important puisqu'elle avait besoin de retoucher ses photos. Donc, on peut penser aussi qu'elle aurait dû payer un shooting photo. Un shooting photo, c'est 1200 euros, un minimum, qui soit de qualité. Donc, elle n'a pas tout fait. Elle a essayé de faire des choses vraiment avec le minimum, avec ses copines. Déjà, elle a dépensé quand même pas mal d'argent, mais minimum. Le résultat, au bout de 6 mois, eh bien, elle se dit, bon, je regarde, j'ai fait du chiffre d'affaires, j'ai fait 10 ventes, ça m'a coûté 1 000 euros. Enfin, ça m'a coûté, j'ai gagné 1 000 euros. Ça, je suis contente, j'ai gagné au moins 1 000 euros. Mais finalement, quand elle calcule, par rapport à tout ce que ça lui a coûté, elle se dit que sa marge sur coût variable n'est que de 10%. Donc, le revenu est trop faible. Elle aurait dû vendre beaucoup plus. Donc, le résultat, le quanti, n'est pas top. En résultat qualitatif, là, je n'ai pas le pourcentage, mais le pourcentage des utilisatrices qu'elle a sondé n'était pas satisfaisant. Parce que pourcentage de satisfaction, bien sûr. Et voilà la conclusion. Donc, c'est une personne qui n'a pas créé son entreprise. Elle a préféré ne pas valider son concept. Et voilà ses conclusions. Elle se dit, elle a découvert que les gens ne sont pas prêts à mettre plus cher pour du personnalisable. Elle constate que les jeunes femmes à qui elle a adressé son offre ne sont pas créatives et préfèrent acheter ce qu'on leur montre. Et vous allez me dire, ah oui, on comprend pourquoi. Aujourd'hui, il y a une espèce de diktat de la mode. Les blogueuses, les youtubeuses ou youtubeurs, les gens qui utilisent Instagram jouent là-dessus. C'est qu'il y a un pouvoir d'influence par les influenceurs qui vont dire voilà ce qu'il faut mettre, voilà la dernière tendance, et les gens se précipitent. Donc là, elle était partie sur le fait qu'elle parlait à une cible qui se moquait de la mode, mais qui voulait la créer elle-même. Elle se rend compte que non, ces personnes-là vont être influencées, elles préfèrent donc suivre une mode plutôt que de la créer elle-même. Et elle se dit aussi, si les gens ne sont pas prêts à payer pour une offre qui prend beaucoup plus de temps et dont le coût de revient est élevé, elle ne peut pas y aller. Donc c'est no-go. Trop d'efforts à fournir pour un faible ROI, retour sur investissement. Donc voilà son test. Et vous allez me dire, elle aurait pu elle aurait pu continuer. Mais oui, elle aurait pu continuer, puisque je vous ai dit, à la fin, on se dit, est-ce qu'on pivote, est-ce qu'on persévère, ou est-ce qu'on abandonne? Eh bien, si elle avait voulu pivoter, elle aurait pu, parce qu'il y avait d'autres façons de faire. Notamment, elle s'est rendue compte que dans les besoins, il y avait des femmes qui avaient besoin d'originalité. Et donc, on pouvait faire une mini-série avec quelque chose d'original. Elle avait vu que la plupart demandaient des robes de demoiselle d'honneur. Et donc, elle aurait pu se mettre sur la demoiselle d'honneur et la robe de cocktail. Elle aurait pu réduire ses coûts en produisant, non pas en France, mais au Portugal ou en Chine. Bon, après, c'est plus les mêmes valeurs. Mais vous voyez qu'on aurait pu trouver d'autres solutions pour continuer et pour pivoter, pour qu'elle ait plus de clients et qu'elle réponde plus aux besoins. Voilà un exemple qui nous permet de comprendre c'est quoi le Lean Startup. Et j'ai voulu vous présenter une offre de créatrice de mode, et donc une offre très simple, plutôt que d'une application mobile ou une innovation complètement disruptive, parce que vous voyez bien maintenant comment
une méthodologie comme Lean Startup peut vous aider. Alors, vous allez me dire, ok, on a vu à peu près, mais c'est quoi la proposition de valeur? Et comment je vais faire pour trouver ma proposition de valeur? Eh bien, voilà la façon de la présenter. D'abord, c'est quoi une proposition de valeur? C'est la promesse de la valeur que vous allez délivrer à vos clients et donc à vos utilisateurs. C'est la raison principale pour laquelle vos clients vont acheter vos produits. C'est l'ensemble des bénéfices proposés à vos clients. Généralement, la proposition de valeur, vous ne pouvez pas, vous, la décréter parce que c'est l'expérience de vos clients et c'est vos clients qui vont vous la donner. Donc ça, si vous n'avez pas testé, si vous n'êtes pas allé sur le marché, vous ne pouvez pas la découvrir. Première chose. Je vais remonter. Toc. Je m'explique. Généralement, je vous avais dit, on commence toujours par le problème. Partez du problème parce que les problèmes exprimés ou latents de vos clients, des consommateurs, voire de vous-même, parce que très souvent, vous créez l'offre, enfin le produit ou le service qui vous a manqué à vous. Donc généralement, ça s'articule toujours autour de 3 dimensions qui sont l'argent, le temps et les émotions. L'argent, c'est que tout le monde veut gagner plus ou dépenser moins. Et ça, que ce soit pour les foyers, vos consommateurs, ou pour les entreprises, que vous soyez en B2B, c'est la même chose. Gagner du temps. On veut tous gagner du temps, en tout cas ne pas en perdre. Et puis, vivre des émotions positives, ça c'est important, avec des contenus, des relations interpersonnelles, des produits design, des produits qui aident à rester en forme, qui aident à la réalisation de soi, ou qui apportent une forme de tranquillité, si on est dans du B2B, les assurances, ça sert à ça, ça apporte de la sécurité. Donc, on est généralement autour de ces 3 problèmes. Votre boulot, ça va être d'identifier quelle est la valeur pour le client. Et donc, en analysant son problème, vous allez voir actuellement, sans votre solution, comment il solutionne son problème. Combien d'argent il va perdre pour ne pas résoudre ce problème? Combien de temps il perd? Quelle est la valeur émotionnelle qu'il a actuellement? Est-ce qu'il est justement embêté? Donc, est-ce qu'il a perdu quelque chose? C'est difficile à évaluer, mais vous allez comprendre avec les exemples. Une fois qu'on a bien détouré le problème à résoudre, on identifie la valeur pour le client. Voici des exemples. Alors celle-ci, Jean-Michel, tu la connais parce que je l'avais déjà mise. Je l'aime bien, mais tu vas voir, il y en a d'autres nouvelles qui vont t'étonner. C'est un exemple de proposition de valeur plutôt au cœur, plutôt émotion. Et là, j'ai mis Airbnb. Tout le monde connaît Airbnb. Et sur la première page d'Airbnb, vous trouverez leur proposition de valeur. Leur proposition de valeur, c'est bienvenue à la maison. Pourquoi bienvenue à la maison? Ils auraient pu parler de leurs produits, comme vous, comme moi, on a tous fait ça, on présente son produit, et on aurait pu dire quoi? On aurait pu dire, venez, il y a plein de propositions de maisons, d'appartements formidables, de particulier en particulier. Voilà, là on avait la description de l'activité. Là, on ne décrit pas du tout les fonctionnalités du site, on ne décrit pas du tout l'activité, on ne montre pas d'appartement, on montre une scène de vie. Parce que le client ne loue pas pour le prix, ni pour les photos, ni pour... non, il paye, il vient sur Airbnb pour se sentir comme à la maison. Et donc, ils ont mis ce que les clients avaient dit et ressentaient. C'est ça, une proposition de valeur. Je continue. Celle-ci, j'ai trouvé à Noël. Et j'ai trouvé génial. C'est une veilleuse. En fin de compte, ça s'appelle le Miracle Dorming, en bon français. Et c'est plus qu'une veilleuse. C'est un nouveau rituel pour endormir et réveiller les petits. Et ça, tous les parents vont comprendre le problème parce que en fin de compte, leur proposition de valeur, c'est parents, retrouvez vos grasses matinées et bien plus. Donc, au départ, quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Parce que pas un instant, il parlait du produit. Pas un instant. On voyait juste la petite grenouille, qui est en fin de compte une partie du produit, mais on ne voyait pas du tout le produit. Et ça, c'est hyper important, parce que donc le produit, c'est une veilleuse, elle est là sur un bout de bois, et en fin de compte, la petite grenouille, elle va prendre des couleurs
en fonction que l'enfant doit s'endormir ou quand c'est vert, il a le droit de se lever et de rejoindre les parents. Et donc ils sont partis, je vous invite à aller voir la campagne sur Ulule qui est géniale et qui montre le problème que connaissent tous les parents et ce qu'ils ont mis en avant. Ils auraient pu parler de tous les autres avantages qui étaient que c'est du Made in France, que c'est garanti 2 ans, que c'est 100% réparable, que ça a été testé, approuvé, que c'est efficace dès 3 ans. Il y a plein de choses à dire. On a toujours plein de choses à dire sur son produit. Là, ils ont fait une proposition de valeur que tout le monde peut comprendre, qui part de l'expérience des parents. Donc, c'est ça, une proposition de valeur. Donc, je conclue là-dessus, et maintenant, vous êtes tous super forts, je pense, dans vos propositions de valeur, et vous allez étonner vos clients et vos potes, j'espère, parce que vous allez vous focuser sur l'expérience client. Ne parlez plus de ce que vous faites, parlez de ce que votre client fait grâce à votre produit ou grâce à votre service. Donc ça, c'était mon conseil pour vraiment trouver votre proposition de valeur. Ensuite, qu'est-ce qui est important ? Je suis dans le temps encore ? Oui. Ok. Pour trouver son marché, il va falloir faire 2 choses importantes. C'est définir un positionnement concurrentiel, et puis bien cibler son client. On revient toujours là-dessus. Alors, regardons comment on fait. Coco Chanel disait, pour être irremplaçable, il faut être différente. Donc, quand vous allez communiquer sur votre offre, sur votre produit, sur votre projet, l'important, ça va être de définir une proposition de service et de produits différenciantes, on l'a vu, des typologies de public cible, on va le voir, de présenter une plateforme de marque qui exprime un petit peu votre ADN avec un logo, une charte graphique, quelque chose qui représente réellement votre façon de voir votre business. Et puis, bien sûr, une ligne éditoriale qui sera adaptée à chaque support et ça sera indispensable pour alimenter votre communication sur Internet, vos réseaux sociaux. Je ne rentre pas plus là-dedans, restons sur le positionnement. C'est quoi un positionnement ? Pour être identifiable, il va falloir avoir un positionnement. Un positionnement, c'est des cibles, c'est une promesse faite au client, c'est tous les bénéfices apportés par la marque et c'est surtout un ensemble de choses qui va faire que vous allez être différencié. Moi, j'adore cette définition de la marque qui est une marque, c'est un repère mental sur un marché. Un repère mental, c'est tout de suite, tac, je vois des images, une forme, je vois des émotions, tout ce que me procure la marque. Donc ça, c'est important. Derrière, pour être identifiable, vous allez construire votre signature, qui peut être une formule de 3 mots. On dit aussi, c'est une signature, on parle aussi le mot plus simple, c'est quand on dit signature, c'est, je sais plus le mot, mais c'est le plus connu, mon slogan, tout simplement, mon slogan. Et donc, c'est une formule de 5-6 mots qui va résumer votre vision, vos valeurs. Bon, voilà, ça peut être ça. Aujourd'hui, on fait beaucoup de brand manifesto. Moi, j'adore. Je fais beaucoup travailler mes entrepreneurs là-dessus parce que c'est souvent une déclaration de conviction. Et si vous voulez créer une entreprise à impact, qui a des valeurs, qui va un peu sauver la planète, qui est basée sur le recyclage, sur tout ça, il est bon de démarrer sur « Nous croyons que ». Ça s'appelle le manifesto. Et ça va vous permettre d'être très identifiable, de montrer une personnalité. Donc, vos intentions, les principes directeurs de votre marque, de votre projet. Et puis, on appelle boilerplate ou le pitch, la courte description, le petit pitch que vous allez écrire en 3-5 phrases qui va permettre de communiquer de façon écrite ou orale et qui va porter complètement votre idée, votre projet à tester. Alors, revenons sur le positionnement concurrentiel. Jean-Michel, j'imagine, toi qui as accompagné aussi des entrepreneurs, tu as dû recevoir des entrepreneurs qui arrivent en disant « Ah, mon truc, c'est complètement nouveau, j'ai pas de concurrent. » Oui. Ouais. Nous, ça nous fait bien marrer parce que c'est juste pas possible. Ça veut dire que votre étude de marché, vous l'avez pas faite, tout simplement. Parce qu'on a toujours des concurrents.
Et même si on ne fait pas exactement la même chose, il faut quand même se positionner sur un service, sur un besoin, départ, sur l'usage, tout simplement. Et pour un même usage, il peut y avoir plusieurs concurrents. Donc, la façon de le présenter, et quand on fait un pitch deck, par exemple, pour aller chercher des financements, on présente un mapping de positionnement, on appelle ça aussi une carte perpétuelle, qui permet de positionner ma marque ou mon offre au milieu de mes concurrents les plus proches par rapport aux attentes prioritaires du marché et donc des consommateurs, ou de ma cible. Je le fais généralement sur deux types de lignes avec des attributs qui peuvent être de deux types. Généralement, le plus connu, c'est qualité-prix. Donc, vous voyez que là, on a mis mon produit A, B et C sur un attribut faible qui pourrait être en horizontal, au niveau de la qualité, moindre qualité et attribut fort très qualitatif. Et puis, sur la ligne verticale, en bas, le prix faible, c'est un produit qui coûte pas cher, et un positionnement beaucoup prix fort là-haut. Et du coup, je vais voir un positionnement des marques qui se positionnent. Vous voyez que le produit A se positionne sur un marché plutôt de haut niveau, puisque c'est un prix assez fort avec une qualité forte aussi, enfin moyennement forte. Tandis que le produit B et le produit C sera plutôt faible. Regardons un exemple qui va vous parler beaucoup plus, toujours sur la mode, parce que ça nous parle généralement bien. Un exemple de positionnement d'une marque, d'une enseigne de prêt-à-porter féminin, dont l'identité est basée sur le fait main et donc sur l'artisanat. Elle s'appelle Manouche, cette marque, et vous voyez qu'elle se présente autour de plusieurs marques. Et on va voir le niveau de gamme sur la ligne verticale, donc haut de gamme en haut, bas de gamme en bas. Et sur l'horizontale, on a ce qui va être vraiment fait plutôt de façon industrielle, et à droite, ce qui va être le plus fait à la main. Et donc, elle se positionne plus sur du fait main et sur un niveau de gamme plutôt haut. À côté de ça, elle a mis du Colline, qui est assez connu dans du bas de gamme, et d'autres marques qui sont plus haut de gamme, et qu'elle a mis, le plus haut étant Hermès, bien sûr. Donc, vous voyez comment on va se positionner. Ça, c'est important parce que ça va aussi conditionner mon prix et ma façon de communiquer et ma façon d'aller distribuer mes produits. Hop, je continue. Pour aller plus loin sur ce positionnement, je vous propose un autre outil qui est beaucoup utilisé par les startups, c'est l'océan bleu. J'aime beaucoup la stratégie de l'océan bleu, et vous allez voir donc c'est un bouquin que vous pouvez acheter, un peu énorme, un peu indigeste. Donc voilà ce qu'il faut en retenir. Je préfère que vous soyez focus sur votre business. Et il y a deux matrices qui sont sympas. La matrice qu'on dit ERAC et le canevas stratégique. La matrice ERAC va me permettre de réfléchir réellement sur le besoin et sur le service en me posant des questions sur tout ce que je peux exclure, renforcer, atténuer ou créer. L'exemple le plus souvent donné, c'est celui du Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, c'est du cirque au départ. Et donc, les concepteurs du Cirque du Soleil, ils ont voulu créer quelque chose qui soit complètement différent. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut exclure? Jean-Michel, à ton avis, ils ont exclu quoi dans le cirque? Les animaux? Ben oui, les animaux. Parce que les animaux, c'est beaucoup de boulot, c'est différent, enfin, c'est un métier, quoi. Ils se sont dit, si on exclut les animaux, ok, qu'est-ce qu'on peut renforcer? Côté artistique. Ouais. Et je dirais même la féerie. Parce que quand on a vécu une expérience d'un spectacle du Cirque du Soleil, on se rend compte que ça a été extrêmement renforcé. Qu'est-ce qu'on peut atténuer encore? On peut atténuer le côté un peu clown, le côté un peu rigolo, un peu bas de gamme qu'on a dans les cirques d'habitude. Et puis, qu'est-ce qu'on peut créer? Une expérience qui est unique parce que chaque année,
il y a un seul spectacle qui va traverser le monde. Puis il y a plein d'autres choses autour du Cirque du Soleil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer dans le Canva toutes les caractéristiques de mon produit ou de mon service du point de vue du client. Je dis bien du point de vue du client. Et donc, je vais mettre sur ma ligne tout ce qui est, par exemple, les délais de livraison, le prix, la qualité, le design, la variété de l'offre, la popularité de l'enseigne, le libre-service, le fait que je monte mon produit. Et vous voyez que mon produit, là, il est en vert. Et j'en ai mis 2 autres, qui sont mes 2 concurrents les plus proches, et qui font aussi à peu près la même chose que moi. Vous voyez que celui qui est en violet, il a un délai de livraison qui est un peu important, son prix est assez haut, il est de très bonne qualité par rapport à moi, hein. Il a un super design. Par contre, son offre, elle est peu variée, hein, il a juste un truc. Il a une popularité d'enseigne qui est assez, qui est assez basse encore. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver, hein, un jeune concurrent. Par contre, il ne fait pas du tout de libre service et il ne fait pas de montage. Donc, l'idée, c'est de trouver mon espace stratégique là. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'un océan bleu par rapport à un océan rouge. Parce que l'océan rouge, c'est un espace, un marché, dans lequel on se retrouve tous en concurrence. Et donc, on est comme des petits poissons et on se déchire. Donc, c'est rouge. Ça fait du sang. C'est un massacre. Alors que trouver mon petit océan bleu, c'est aller là où mes concurrents ne vont pas parce que je propose une autre expérience. Et ça, c'est génial. Donc, vous voyez qu'un outil comme l'océan bleu peut vous aider à trouver votre espace et à être vraiment différent pour trouver vos clients et puis démarrer un super business qui va marcher. Donc, je vous ai mis une page et vous créerez vous-même votre stratégie océan bleu avec vos critères de faible à fort et puis vos critères à vous, ceux qui sont donnés par vos clients, bien sûr. Alors, allons focuser nos clients parce que je vous rappelle que les clients, c'est super important. Et donc, je suis désolée, mais vous allez devoir vous remettre à votre étude de marché. Et ça, je sais que ça ne vous plaît pas toujours, mais c'est juste essentiel. Parce que si vous ne faites pas votre étude de marché, vous ne pouvez pas comprendre vos clients. Et que ce soit des clients consommateurs, hein, des foyers que j'ai mis à gauche, ou des entreprises, si vous êtes en B2B, va falloir quand même savoir qui ils sont, où ils sont, quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils les expriment, parce qu'ils vont toujours les exprimer. Comment ils achètent et quelle est la fréquence d'achat pour le même type de produit que vous développez, quelles sont leurs habitudes de consommation, où ils achètent, est-ce qu'il y a des prescripteurs, est-ce que ce sont des acheteurs directs ou est-ce que ce sont des bénéficiaires, est-ce qu'ils consomment, enfin bref, il y a plein de questions à se poser. Non, donc je suis là. Donc, ça va nous amener à faire nos personas. Et un persona, ça va servir à quoi? Ça va me permettre de mieux comprendre qui va m'acheter. Pourquoi? Parce que c'est un archétype de groupe de personnes qui rassemble en fin de compte des comportements, des motivations, des buts proches pour mieux comprendre ma cible. Et ça va déterminer les fonctionnalités et les critères de fonctionnement et de mes produits, de mes services que je vais dédier à chaque persona. Je vous explique ça avec une gamme de produits. Si j'étais un constructeur de voitures et que j'ai donc une gamme de produits différents, je ne vais pas tous les vendre à la même personne. Par exemple, si j'ai terminé un persona qui s'appelle Michael, qui est trader. Ses buts à lui, c'est d'aller vite et de s'amuser. Et vous voyez bien que la voiture qu'on a mis en face de lui, elle est plutôt profilée, plutôt une voiture sportive. Chic. Ça ne sera pas du tout le même design et la même fonctionnalité que pour mon troisième persona qui s'appelle Paul, qui est plombier et qui lui a besoin de transporter des grosses charges et donc il a besoin d'une voiture qui soit fiable et elle n'a pas du tout le même look que celle de Michael. Et encore moins la même forme que la voiture de Marie qui, elle,
est un persona, une mère de 2 enfants, qui, elle, a juste une envie, c'est d'être en sécurité et d'avoir une voiture confortable avec un grand coffre pour mettre tout ce qu'il faut, la poussette, les courses et ses enfants. Donc vous voyez qu'en ayant fait mes personas, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est vraiment pour me permettre de m'adapter et d'adapter mon offre à un type de consommateur, un type de cible. Vous devez comprendre et analyser les besoins, les habitudes de vos early adopters. Les early adopters, ce sont vos premiers consommateurs, vos premiers suiveurs. C'est ceux qui vont tester votre produit. Et vous devez tout savoir de leur façon d'être et de faire. Et généralement, on regroupe toutes les connaissances qu'on a sur une carte d'identité de mon persona. Et je vous ai donné un exemple d'une carte d'identité qui est bien faite, qui a été faite par l'agence Dezio, qui est une agence de web marketing, et qui vraiment a fait ce travail très pointu pour analyser qui est son persona, le persona, leur client qui achète des conseils en web marketing. Alors c'est plutôt, voilà, c'est Axel, il a 28 ans, c'est plutôt un célibataire, sans enfant, il est fondateur, dirigeant d'une start-up. Qu'est-ce qu'il aime? Ses centres d'intérêt, c'est la technologie, tout ce qui est autour du jeu vidéo, ce genre de choses. On va tout analyser. Et ses objectifs, comment il va découvrir mon offre, quel est le chemin qu'il va avoir jusqu'à acheter mon offre. Et tout ça est expliqué dans une carte d'identité. Donc c'est du boulot, mais ça va vous permettre réellement de travailler votre offre et votre discours pour toucher votre marché. On en a fini sur cette partie-là, qui était le plus important, je pense. Mais du coup, je voulais quand même terminer sur le quatrième axe qui vous permet de tester en toute sécurité. Tester en toute sécurité, il y a 2 façons de faire. C'est tester en couveuse d'entreprise et de vendre en crowdfunding. Je m'explique. La couveuse d'entreprise, c'est malheureusement pas assez connu et pourtant c'est un super dispositif qui va vous permettre de sécuriser votre business, votre démarrage, donc sécuriser la réussite de votre projet entrepreneurial grâce à un test d'activité. Et puis le crowdfunding, ça va me permettre de financer mon POC à l'aide de ma communauté, de la communauté que vous allez que vous allez utiliser. Voici pourquoi. Pourquoi je vous avais dit tout à l'heure, on avait vu la première image d'Indiana Jones là, qui devait traverser un précipice. Eh bien, quand on démarre, plus je suis dans la formulation, la faisabilité de mon projet, bien plus le niveau de risque est important. Et du coup, comme je ne vais pas toujours être très proche du moment où je vais pouvoir faire du chiffre d'affaires, mes investissements de départ sont importants. Donc, le niveau de risque est important. C'est d'autant plus vrai quand on est dans l'innovation parce que les cycles sont longs, d'autant plus si je dois changer les usages, les modes de consommation. Il va falloir créer donc ces nouveaux usages, fédérer des communautés autour de ces nouveaux usages et mobiliser de gros moyens. Je donne souvent l'exemple de Blablacar qui ne s'est pas créé en un jour puisque personne à l'époque, en 2006, ne croyait réellement en leur succès et il a fallu entre 8 et 10 ans pour qu'ils deviennent Blablacar. D'ailleurs, c'était un autre nom, c'était Cowork. Oui, en effet, il y avait un autre nom. C'était pas, pardon, c'était qu'est-ce que je dis, c'est pas Cowork, c'est je sais plus. C'était autre chose, sachant que covoiturage.fr, merci beaucoup, covoiturage.fr. Donc ils ont commencé avec une autre marque, avec quelque chose qui était plutôt en B2B d'ailleurs, proposer leur offre à des entreprises, et il leur a fallu beaucoup de temps. Donc pour réduire le risque de démarrage, puisque ça peut être long, la couveuse, ça peut être un super moyen de démarrer, parce que la couveuse, c'est tout simplement, en quelques mots, ah, j'ai mon image qui ne s'affiche pas. Ça va.
Voilà. Elle avait juste mis un peu de temps. Alors, la couveuse, c'est bénéficier d'un hébergement juridique. En fin de compte, c'est une structure qui va vous prêter un numéro de SIRET. Ce numéro de SIRET, il va être partagé avec d'autres entrepreneurs. Vous allez avoir une assurance professionnelle, c'est une RC Pro, qui est obligatoire dans tout business, un service comptable pour vous, un accompagnement individuel, une sorte de coaching, et plein de formations pour apprendre à devenir entrepreneur, parce que nous, chez BGE, on pense que ça s'apprend de devenir entrepreneur, ça ne se décrète pas. Et donc, du coup, on donne du temps dans les couveuses, les couveuses lab, nous on appelle ça des couveuses lab, on donne du temps à ces porteurs de projets pour démarrer et tester en toute sécurité leur projet. Enfin, dernière chose, comment je peux financer mon projet, mon innovation? Bien, on a mis en place chez BGE un outil qui s'appelle BGE Participatif, et c'est vraiment une façon de faire son POC, parce que vous allez pouvoir utiliser notamment Ulule. Alors, on a mis en place trois types de services, qui peut être le don Ulule, du prêt rémunéré et du capital avec du seed. Donc ça, c'est WeSeed. Mais restons sur Ulule, parce que c'est ce qui va me permettre de faire mon POC. Ulule, ça va me permettre de vendre, de pré-vendre ma première collection, ma première gamme, mes premiers produits. Et en collectant de l'argent auprès de ma communauté, eh bien, je vais pouvoir produire et donc vendre une première série de produits. Ça, c'est super. On a de très belles campagnes qui se font chez nous dans nos couveuses lab à BGE Paris. Et je vous encourage à aller regarder des exemples, parce que vraiment, ça permet de démarrer, parce que si vraiment on a une communauté qui nous a suivis, bien derrière, on va pouvoir aller chercher peut-être des financements auprès de banquiers, auprès d'autres organismes de financement pour les convaincre, parce qu'on aura fait son POC. Donc, le crowdfunding, c'est une très bonne façon de faire son POC. Donc, pour ça, voilà, vous allez mettre en ligne votre produit. C'est une campagne. N'oubliez pas que le crowdfunding, c'est une campagne de communication. C'est long. C'est long. Ça demande du temps, du travail. C'est pas seulement récupérer de l'argent. Et quand vous faites de la pré-vente, ça va vous demander du boulot quand même. Mais l'idée de le faire dans une couveuse comme la nôtre, c'est qu'on va valider la démarche, on va vous aider sur toute la partie comptable, et puis vous allez pouvoir vous appuyer sur votre communauté pour démarrer. Voilà, j'ai fait pratiquement mon heure, comme tu m'avais demandé, Jean-Michel. Et donc, je termine pour aller plus loin. En effet, vous allez pouvoir regarder. Alors, en France, pour ceux qui cherchent les couveuses, ça s'appelle Je teste mon entreprise.com. Donc, vous trouverez, c'est l'union des couveuses. Vous trouverez la couveuse la plus proche de chez vous par rapport à votre adresse. À Paris, je vous conseille de venir chez nous parce qu'on a des super couveuses, et je vous ai mis le lien vers les couveuses. Testez votre activité en couveuse lab. Et en plus, nous, on a des spécialités parce que les couveuses, c'est généralement généraliste, mais nous, on a développé 3 types de spécialités. On a une couveuse lab innovation que j'ai le bonheur de gérer. Une couveuse lab sur les industries créatives, notamment sur tout ce qui est métier de la mode, de l'artisanat, des métiers d'art. Et puis, une couveuse sur toutes les activités liées au développement durable qu'on appelle économie verte. Et notamment, on a mis aussi les produits ESS là-dedans. Donc 3 types de couveuses spécialisées qui vont vous ouvrir des écosystèmes qui sont particuliers. Ça, c'est important. Et puis, pour le crowdfunding, je vous renvoie sur bgeparticipatif.fr et le portail du financement participatif qui reprend tous les types de crowdfunding. Ce n'était pas le propos de cette présentation, mais je vous ai mis aussi, ça s'appelle financeparticipative.bpifrance.fr. Et vous avez porteur de projet, vous pouvez mettre les éléments qui sont importants pour vous. Vous trouverez le financement le crowdfunding qui vous convient. Alors pour conclure, je voulais vous dire que la meilleure façon
de transformer une idée en réussite entrepreneuriale et donc de transformer une idée en projet et en réussite entrepreneuriale, c'est de tester son projet avant de s'immatriculer. Ça, c'est super important. Ne créez pas trop vite. Nous, on dit toujours, et je pense qu'elle a dit, on est d'accord, on crée quand on a trouvé son marché. On crée quand on a des clients et qu'on doit facturer, pas avant. Et pour facturer, il y a d'autres façons de faire pour démarrer, et notamment les couveuses lab peuvent vous aider. Pensez donc aux couveuses d'entreprise pour faire votre POC, votre preuve de concept. Et puis, faites appel à votre communauté pour financer votre POC. Ça, c'est important, c'est à travers le crowdfunding. Et enfin, j'ai toute ma mise en page qui est tombée, mais je disais à la fin, dernier conseil, formez-vous. C'est super important de se former. Aujourd'hui, vous avez plein de façons de vous former, notamment grâce au CPF, qui est c'est le compte formation, la formation professionnelle, voilà, en effet. Le compte pour la formation professionnelle. Et ça, c'est super important parce que ça va vous permettre d'aller plus loin pour vous former dans, je sais pas, ça peut être dans de la gestion, dans du marketing, dans tout ce qui est commercial. Ça, c'est très important et vous pouvez utiliser votre CPF pour ça. Il y a une application mobile qui a été mise en place par l'État d'ailleurs pour ça. Nous, on a chez BGE, on nous appelle aussi l'école c'est par là comme ça, de l'entrepreneuriat, et on a pas mal de formations à vous proposer, notamment tout un parcours certifiant pour entreprendre et pour construire et conduire votre projet entrepreneurial. Donc ça peut être financé par vos droits CPF. Il suffit d'aller sur moncompteformation.move. Voilà, moncompteformation.move. Voilà. Et donc, du coup, je vous invite réellement à vous former parce que devenir un chef d'entreprise, eh bien, ça s'apprend. Voilà. Donc, ça, c'était un peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'ai terminé ma démonstration. J'espère que c'était assez clair. Et puis maintenant, je vais répondre à toutes les questions. Justement, je profite. Merci beaucoup, Sylvie Marie. C'était vraiment très intéressant. J'ai noté 2 questions rapidement. Alors, une toute première question qui était lorsque tu parlais de l'exemple de la robe personnalisable et tu avais montré les patrons Burda et en tout, tu avais mis presque légal. Alors, en fin de compte, oui, parce que si on vend quelque chose qui est complètement inédit, est-ce qu'on a le droit de récupérer quelque chose qui existe déjà? Donc, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce que c'est pas complètement une création? Et elle a voulu vraiment faire des créations qui étaient complètement inédites. Mais on aurait pu quand même récupérer des protos, des modèles déjà tout faits et les transformer. Ça aurait coûté moins cher. Voilà pourquoi j'avais mis presque légal. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Tout est dans la façon de l'exécuter après. Et ensuite, il y avait une deuxième question, mais je crois que tu as répondu à cette deuxième question concernant la couveuse et le financement participatif, sur justement lorsqu'on veut tester le potentiel de son activité et trouver son marché, faut-il avoir créé son entreprise? Faut-il être immatriculé? Voilà. Alors, en fin de compte, toute ma démonstration voulait vous dire justement de ne pas vous immatriculer. Pour démarrer et faire son POC, il y a d'autres possibilités. Alors, généralement, vous connaissez celle de l'auto-entreprise, de la micro, et chacun va me dire, oui, la micro, c'est bien pour tester. C'est quand même déjà un début d'entreprise. C'est une immatriculation. Et c'est pour ça que je vous ai apporté une solution qui est une vraie alternative, c'est la couveuse d'entreprise. Maintenant, moi j'accompagne en innovation des entrepreneurs qui ont parfois beaucoup de R&D, de recherche et développement, et qui ne vont pas démarrer avant d'avoir fait un certain nombre de travaux de R&D, et c'est pas la peine de créer à ce moment-là. D'autres vont devoir créer plus vite parce qu'il faudra aller chercher des financements pour construire le MVP. Donc ça, c'est différent. Mais au moins, ils auront fait un démonstrateur qu'ils auront testé
ne serait-ce que par des enquêtes qualitatives en interrogeant leur cible. Donc, il y a des façons de tester son marché, même simplement avec une enquête, hein, mais ne créez pas trop vite, parce que quand vous avez créé, bah, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez des devoirs, et l'État vous rattrape pas, donc les impôts non plus. Donc voilà, l'idée c'était de trouver tous les moyens pour ne pas perdre de temps, ne pas perdre trop d'argent et arriver à quelque chose qui s'ajuste aux besoins des clients. En gros, je dis souvent, moi j'ai fait l'erreur, parce que j'étais entrepreneur aussi, j'ai voulu avoir raison, parce que j'étais dans l'innovation et je me disais, ouais, mon concept, il est bon, quoi. Et je pense que c'est pas ça. Quand on trouve pas son marché, il faut accepter que que ce soit peut-être pas le moment, que ce soit trop tôt, toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais pour ça, il faut tester. Et ça vous permet vraiment ensuite de mieux vous ajuster et de créer. Un entrepreneur, ça doit être quelqu'un de souple. C'est quelqu'un qui est opportuniste dans le sens noble, hein, de l'opportunisme, donc, mais surtout qui répond à des besoins. Et souvent, je dis, il y a une grosse différence entre un innovateur et un inventeur, parce qu'un inventeur, lui, il va rester sur son produit, et alors qu'un innovateur, il va s'adapter, et donc il aura une méthode beaucoup plus itérative, beaucoup plus lean startup. D'accord. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions concernant la couveuse, Oui. Notamment la tarification. Ouais. Est-ce que, par exemple, chez BGE, ouais. Tu pourrais nous dire ce qu'il y a une tarification, des frais appliqués? Alors, il faut savoir que la plupart des couveuses ont des frais d'entrée et ensuite elles ont des frais liés, des frais de gestion. Et c'est un peu le mécanisme, si vous voulez comprendre, le mécanisme du portage salarial. Parce que ce n'est pas vraiment une entreprise, une couveuse, c'est plutôt un statut qui est un statut CAP, qui a été créé par l'État, un statut qui est lié à la personne. Et ce statut, le CAP, c'est un contrat d'appui au projet d'entreprise. Il a été créé par l'État pour vous permettre de tester quelque chose avec un numéro de SIRET sans être vous-même entreprise. Donc c'est un peu comme un portage salarial qui, quand vous avez du business et vous le portez à un porteur de salariat, donc ils vont vous salarier et la couveuse, vous allez avoir un revenu, c'est pas un salaire, c'est un revenu et qui sera bien sûr, comme en France, soumis à 40% de charges sociales. C'est 45 d'ailleurs. 45% de charges sociales. Oui, c'est ça. 45%. Donc sur le revenu. Mais ce qui est intéressant en couveuse, c'est que généralement, on ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc les couveuses sont vraiment faites, c'est une rampe de lancement. Hein, c'est court, chez nous, c'est 8 mois. Il y a des frais d'entrée qui sont autour de 260 €. Ça peut être 160 € si vous êtes au RSA ou vous êtes étudiant. Donc, on a des types de tarifs un peu différents en fonction de votre situation. Donc, ça, c'est juste l'entrée. Quand je dis ça, on me dit par mois. Non, non, c'est juste pour les 8 mois. Et ensuite, on vous prend 5% sur votre chiffre d'affaires, ce qui est ridicule. 5%, pas grand-chose. Et donc, ça vous permet de démarrer. Il faut savoir qu'à la fin de la couveuse, à partir du moment où vous avez fait un peu de chiffre d'affaires, on vous rembourse les droits d'entrée et on vous rembourse tout ce qu'on vous a demandé, parce qu'il y a une petite cotisation aussi qu'on doit à l'URSSAF qui s'appelle accident du travail, maladie professionnelle, qui est de 5,86 €, je crois, cette année, par mois. Donc c'est ridicule, vous arrivez avec 2 chèques. Hein. Si vous êtes au RSA, c'est donc 160 € et 42 €, je ne sais plus combien. Donc c'est vraiment très peu. Ça, c'est chez BGE Parif. Mais dans les couveuses, ils ont tous des droits d'entrée qui peuvent être un peu différents, mais qui correspondent à ça. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est gratuit tout ça. Ça veut dire que c'est financé. Chez nous, nous sommes financés fortement par la région Île-de-France, par l'Europe, et donc par des financements qui vous permettent à vous de ne pas trop payer et de bénéficier de plein de services
puisque je vous ai dit, il n'y a pas que le SIRET et l'assurance, il y a aussi la comptabilité, il y a aussi le coach qui est à vos côtés et qui va vous accompagner. On se voit à peu près toutes les 3 semaines, un mois, et on prend le temps. Et puis, il y a toutes ces formations qui vous sont ouvertes. Et c'est pour ça que c'est un dispositif qui est très demandé, parce que c'est un dispositif assez riche, en formation en tout cas. Voilà, donc après vous regardez, vous allez voir sur Je teste mon entreprise. Ça commence toujours par une réunion d'information, hein, et puis vous regardez celle qui est les plus adaptée, la plus proche de vous. Voilà, c'est ce genre de critères. La question que j'ai vue aussi, c'est est-ce que c'est compatible avec… Une maison d'hôte. Non. C'est pas ça? C'est plutôt d'abord la question, c'est est-ce que c'est compatible avec une micro-entreprise. Est-ce que si je suis déjà auto-entrepreneur, je peux rentrer en couveuse? Eh bien non. Il faut savoir que beaucoup de candidats viennent nous voir déjà auto-entreprise et donc du coup, eux, ils vont se radier. C'est pas compliqué de radier une micro, donc c'est pas très grave. Et pour profiter de la couveuse et pour vraiment faire leur POC et démarrer. J'ai eu aussi des gens qui étaient en portage salarial et qui ont préféré arrêter parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver leurs clients et qui sont passés en couveuse et ensuite ont créé une vraie entreprise. D'accord. Parce que voilà, ils ont trouvé réellement leur business et ils ont appris à entreprendre. Ça, c'est important. Les couveuses, c'est vraiment fait pour apprendre à entreprendre et faire son POC. Et donc, il y avait une question aussi sur la couveuse, c'est est-ce que c'est adapté à tout type d'activité? Et notamment, il y avait une question sur les maisons d'hôtes. Oui. Alors, non, ça ne peut pas être alors, c'est adapté à plein d'activités, mais pas à toutes. Par exemple, c'est pas compatible avec un bail, par exemple. C'est pas compatible non plus avec une maison d'hôtes, je pense pas, non. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être plus de l'ordre du produit ou du service. Il y a aussi une question d'assurance. Notre assurance, elle assure votre business, votre activité, et donc elle va pas pouvoir assurer, par exemple, tous les métiers réglementés. Le métier réglementé, c'est quoi? Ça peut être architecte, ça peut être infirmier, ça peut être même quelqu'un qui est guide conférencier, c'est un métier réglementé. Et donc, tous ces métiers-là ont besoin d'une assurance qui est liée à leur réglementation. Donc, on ne va pas pouvoir les prendre en couveuse. Mais la plupart du temps, il y a énormément d'activités qui sont compatibles. Donc, ça aussi, rapprochez-vous de la couveuse la plus proche de chez vous pour voir si c'est compatible. Il faut savoir que pour rentrer en couveuse, c'est quand même un petit… on vous demandera, c'est sur dossier et il y a un comité d'admission. Donc, il faut quand même défendre son projet. On prend pas des porteurs d'idées, on prend déjà des porteurs de projets et puis on vous aide à faire votre preuve et à apprendre, à cheminer pour vous lancer. D'accord. Et donc, juste pour préciser, parce qu'il y a une question d'ashwak pour une création d'une boutique avec local d'habillement, non, ce n'est pas possible parce qu'il y a un bail commercial et ce n'est pas possible en couveuse. Oui. Et on bénéficie donc de conseils juridiques gratuits lorsqu'on est en couveuse. Alors, juste pour terminer sur la boutique, nous, on a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs qui ont fait des pop-up stores, qui au départ n'ont pas pu acheter leur boutique, enfin, en tout cas prendre un bail pour ouvrir leur boutique. D'ailleurs, ça coûte une fortune, c'est très dur au départ. Donc, ils ont fait des ventes nomades, comme ça, qu'on appelle les pop-up stores, et des ventes événementielles. Et ça permettait vraiment de tester. Et donc, c'est possible. D'accord. Il y a d'autres qui vont avoir des mises à disposition d'un local qui n'est pas un bail, mais une mise à disposition. D'accord. Donc, ça va être possible. Et puis, d'autres qui vont pouvoir se faire rembourser leur coworking parce que c'est dans le cadre de leur activité. Donc, on va leur rembourser le coworking dans lequel ils travaillent. D'accord. Donc, ça, c'est possible. Et est-ce que la couveuse est compatible avec les allocations chômage? Ah, complètement. Ça a été fait pour ça. Alors, le contrat CAP, le fameux contrat d'appui aux porteurs d'entreprise, c'est vraiment… Ça a été fait justement pour que ça ne change rien
à votre statut antérieur. Donc, c'est totalement adapté, puisque vous allez continuer à recevoir vos ARE. Ça ne change rien à votre statut. Ok. Alors, il est 15h48. Ouais. Allez, pour arrondir, je propose peut-être de prendre encore 2 dernières questions. Mm-hmm. Il y avait une question notamment concernant alors de Lucas qui dit est-ce qu'il y a des couveuses qui sont liées au domaine des industries créatives? Oui, tout à fait. Donc, notamment la nôtre chez BGE Paris. Et donc, tout ce qui est industrie créative, c'est ça peut être la mode. D'ailleurs, chez nous, nous avons notre spécialiste, Françoise Gandillet, qui est aussi aux Ateliers de Paris. Qui est un peu l'incubateur, très connu dans le monde de la mode. Et puis, les artisans, tout ça. Oui, on a une couveuse spécialisée dans l'industrie créative. Ah, ben voilà, à prendre contact alors. À prendre contact, allez, voilà. Sur le site de la BGE. Sur le site bge-parif.com, c'est hyper simple. Et vous verrez, tester votre activité. J'ai mis le lien sur la slide qui est là. Ouais. D'accord. Et Cécile, il y a Cécile qui dit, ça existe aussi à Nantes, Creative Factory. Ouais. Voilà. Tout à fait, une belle couveuse aussi à Nantes et puis une couveuse aussi de BGE d'ailleurs. D'accord. Donc allez-y et vous allez voir, c'est vraiment super. Ouais. Bon. Et à Nevers et oui. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'exemples très intéressants. Ouais. Super. Et en restauration, pour la dernière, est-ce qu'il existe des couveuses spécialisées dans le domaine de la restauration? Alors, je ne sais pas s'il y en a des spécialisés, mais nous, on a pris déjà des projets autour de la restauration. Donc, il faut venir à Paris. Exactement. Non, mais il doit y en avoir un peu partout. Non, mais pas seulement à Paris. Pas seulement à Paris. En tout cas, pas de spécialité, en tout cas. Bon, très bien. Que je connaisse. Bon, écoutez, je vous propose d'en rester là. Malheureusement, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions. Ça arrive. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le e-commerce aussi. Le e-commerce aussi. Ça marche super comme ça. Ouais. Et dans l'Hérault, je pense que c'est l'Hérault, là, ce qu'on a voulu dire. Mira, je suis dans l'Hérault, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est ça. Merci, je vois que vous avez apprécié. Merci pour vos remerciements. Ça fait chaud au cœur, voilà. Et oui, vous avez trouvé ça intéressant. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, j'ai essayé d'être très lean startup moi aussi en faisant cette présentation, qui est à chaque fois différente, puisque ça fait quelques fois que je viens, que Jean-Michel m'invite. Et c'était un plaisir. N'hésitez pas, en tout cas, à contacter le réseau, à contacter bien sûr Ladi. Et puis, une prochaine, j'espère. À bientôt. Hop, plutôt comme ça. Au revoir. Ciao. À bientôt.